que ça aurait mieux là, tout est monté là. Puis je vais faire la présentation. Alors, pour la présentation suivante, qui porte sur un suivi environnemental des eaux souterraines de sites d'enfouissement via une application géomatique web, le présentateur est M. Éric Dulon, qui est en l'emploi des COM depuis septembre 2008 à Trois-Rivières. Son travail consiste à analyser, développer, entretenir des bases de données ainsi que des applications web à caractère géographique. Œuvrant depuis 2002 dans le domaine du web mapping, il a acquis une spécialisation en développement de systèmes multi-usagers supportant plusieurs formats de bases de données. Bonjour. Je vais commencer tout ça au début. Nous avons été mandatés par Dépôt Rive-Nord, qui est une filiale du groupe EBI, pour faire la planification et la réalisation des activités d'échantillonnage et d'analyse. Oui. Ah non, ok. Non, je voudrais prendre mon ordi, c'est possible. Parfait, merci. Donc, c'est ça, en ce qui a trait aux données pour les eaux souterraines ainsi que l'air ambiant. Donc, ce qu'on a à faire, c'est collecter les données, faire le traitement et l'analyse de ces dernières, puis créer des rapports périodiques pour envoyer, entre autres, au ministère de l'Environnement. L'application que je vais vous présenter comporte juste présentement ce qui a trait aux eaux souterraines, mais l'air ambiant va venir s'y greffer un petit peu plus tard. Depuis 2006, donc, on fait ça. Puis au début, on a eu quelques petites problématiques. Les gestionnaires, ils devaient répondre à différents intervenants. Le client, le ministère de l'Environnement, en produisant des rapports périodiques. Pour ce faire, ils ont besoin de traiter une masse de données quand même assez importante. Puis aussi, au début du mandat, il existait certains problèmes dans la structure de l'information. La création des rapports périodiques nécessitait beaucoup de temps, étant donné qu'il fallait recueillir tout mettre en place ces documents, et puis ça prenait un temps fou. Donc, à partir de 2007, ils ont décidé de mettre en place des outils pour les aider dans leur travail. Ça a pris la forme de plusieurs applications sous ArcGIS, entre autres. Puis, c'était adapté aux besoins du client, sauf qu'ils se sont vite rendus compte que finalement, il y avait encore d'autres problématiques. Entre autres, étant donné que c'était plusieurs systèmes, c'était un peu éparpillé, puis la base de données était sous Access, donc ils ont vite atteint les limites du logiciel. Donc, à l'automne 2010, ils ont décidé de faire évoluer ça vers un portail, où centraliser toutes les données et puis les fonctionnalités dans un portail web accessible à tous. Puis, ils ont décidé de mettre ça dans une base de données MySQL, qui est de plus grande capacité, puis aussi d'utiliser des technologies open source comme MapGuide pour réduire les coûts, en fait, pour pas que ça coûte trop cher aux clients. En plus, en faisant ça, ils ont installé d'autres fonctionnalités aussi, des trucs qui manquaient. Donc, je vais vous montrer l'application. Oups. Excusez-moi. J'ai pas le choix d'y aller. Bon, je suis désolé, l'application prend plus que... Je vais essayer d'arranger ça. Je vais y aller comme ça. Donc, c'est une application web développée en .NET. C'est une interface multi-écran. Dans la première écran, vous allez voir, il y a les fonctionnalités. Et puis la carte faite, dans le fond, c'est fait pour afficher sur deux écrans. Tout ce que ça prend comme technologie, c'est un serveur web bien ordinaire, IIS de Microsoft, une base de données MySQL, puis MapGuide Open Source, qui sont deux logiciels libres de droit open source. Donc, je vais commencer ici par le menu principal. Il y a trois différents types d'usagers avec des droits différents. Donc, il y a l'administrateur, le gestionnaire et puis l'utilisateur. Les deux premiers, ils vont avoir accès à plus de fonctionnalités, dont ils vont être en mesure de entrer des données, modifier des trucs. Et évidemment, l'administrateur va pouvoir avoir accès ici à l'écran pour ajouter ou supprimer des usagers.
Il y a une journalisation des activités qui se fait afin de conserver des traces. Donc, on peut voir les connexions qui ont été établies, puis s'il y a des modifications, des données qui sont ajoutées ou quoi que ce soit, les requêtes SQL sont sauvegardées aussi. Donc, il y a toujours moyen de remonter l'historique et puis d'aller voir s'il y a un problème, d'où que ça provient. Cette petite fonctionnalité-là ici, c'est pour les gens qui sont sur le terrain. C'est pour les aider à réaliser leur suivi. Les suivis, dans le fond, c'est différents puits qui sont reliés entre eux, puis pour le suivi, puis différents paramètres qui vont être analysés sous différentes normes. Donc, à tous les temps de semaine pour tel suivi, ils vont devoir aller sur le terrain et prendre les données. Donc, avec le calendrier, ici, on peut voir les suivis en bas. Ils peuvent voir que tel mois, ils ont les suivis 2, 4, 18 et 23 à faire pour ici. C'est vraiment un outil pour, dans le fond, c'est pour aider la personne qui est sur le terrain. Ce bouton-là ici, c'est pour démarrer la carte. Puis, je vais y revenir. Puis, celui-là ici, dans le fond, c'est la bibliothèque de tous les rapports qui ont été produits, qui se trouve à être, dans le fond, le produit final, notre livrable. Puis, je vais vous en montrer un. Dans le fond, c'est un document PDF. Oups. On les met là pour qu'ils puissent être accessibles aux intervenants s'ils ont besoin de s'y référer. Puis, je vais revenir à la carte ici, qui est dans le fond la... Désolé, j'ai un petit peu de la misère à manipuler. Merci. Donc, la carte est séparée en trois. Il y a la légende. Il y a différentes couches qui sont seulement informatives. Il y a une couche assez importante ici qui s'appelle la piézométrie. Dans le fond, ils peuvent aller voir la piézométrie au printemps et à l'automne de toutes les années depuis 2006. Les autres années vont s'ajouter. On a mis en vert le printemps, puis en orange l'automne. On peut comparer. Ensuite, il y a l'imagerie. Pour l'instant, on a 2 dates des mosaïques de photographie aérienne. Puis ici, il y a les outils normaux, dans le fond. Il y a les outils zoom, les outils pour aller à la vue principale et revenir d'une vue précédente à une vue suivante. Avec l'outil de sélection ici, je peux venir sélectionner des points. Puis en cliquant ici, les points vont se retrouver à venir peupler une liste qui se trouve ici, à gauche. Dans le fond, ici, c'est un peu la section principale. Toutes les fonctionnalités qui vont être décrites ici vont venir, s'il y a des paramètres d'entrée, que c'est des puits ou des points, ils vont venir chercher leur source ici. Donc, un moyen pour aller sélectionner des points, c'est de faire passer par la carte comme je viens de faire. Mais on a aussi mis en place des outils de recherche pour faciliter un petit peu la tâche aux utilisateurs. Le premier ici, c'est par suivi. Donc, si je vais chercher un suivi ici, puis que je fais rechercher, l'ensemble des points qui sont attitrés à ce suivi-là vont s'afficher dans la liste. Et puis, si je viens cliquer ici, ces points-là vont se retrouver sélectionnés dans la carte. Donc, vous voyez ici, le suivi, c'était la périphérie de la cellule C4. Ici, on voit bien que la cellule C4 est au centre. Les points qui sont sélectionnés, c'est ceux alentour. Puis, si j'en prends un autre, Rivière-Saint-Joseph, les points vont suivre le cours d'eau en question. On peut aussi venir faire une recherche par point de mesure si on va en afficher seulement un à la fois. Puis, par profondeur. Chacun des puits a 2 profondeurs, ce qui se trouve à être le sommet du sable filtrant puis le fond. Si l'usager entre une valeur ici en mètres, l'application va aller chercher tous les puits dont la valeur entrée est entre les 2 profondeurs. Puis, finalement, on peut ajouter ou non les points inactifs. Dans le fond, les points inactifs, c'est ceux qui ont été enlevés, soit parce qu'ils ont développé des nouvelles cellules d'enfouissement, ils ont enlevé les puits qui étaient là, mais on veut conserver les données, donc on peut les afficher ou non. Puis ici, il y a une petite fonctionnalité qui permet de réduire le tout pour laisser plus de place pour les fonctionnalités principales. La première écran ici, elle sert à rechercher, aller dans le fond trouver les paramètres qui ont été analysés pour un puits ou plusieurs. Je vais vous montrer en sélectionnant un puits. Je peux faire une recherche par laboratoire, numéro de fiche, ainsi de suite, par date. Je vais y aller avec lui depuis le début.
Nous, on a commencé en 2006, mais il y a des données qui existent depuis 1996. Ils ont toutes été entrées dans le système. Je vais chercher pour tous les paramètres et je vais créer la liste ici de toutes les données qui existent concernant ce puits-là pour les paramètres et puis les dates rentrées. Et puis, si je vais ici en bas, je peux générer un graphique. Je vais choisir le chlorure. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça génère un fichier Excel, un graphique dans un fichier Excel, qui est facilement manipulable après coup par les analystes. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis, évidemment, on utilise aussi Excel parce que les analystes peuvent jouer facilement avec le rendu du tableau, du graphique. On peut aussi sélectionner plusieurs puits à la fois. Je peux y aller par un suivi. Par exemple, le suivi 4, qui est la rivière Saint-Joseph. Je vais y aller pour l'année en cours. Je ne mettrai pas tous les paramètres. Par contre, je vais mettre le zinc dissous. Donc, on a le même graphique, mais avec différents puits. Une seconde fonctionnalité ici en bas, c'est ça exporte dans le fond le tableau qui est en haut en format Excel pour faciliter la manipulation encore une fois par les utilisateurs. Puis, on peut aussi venir ajouter une entrée manuellement, soit un paramètre à la fois. Il y a une petite fonctionnalité ici que j'ai oublié de parler, qui est la saisie automatique. Ici, dans le fond, il y a une entente qui a été faite avec les différents laboratoires. Maintenant, au lieu de nous fournir les données d'analyse dans un format normal, soit le document signé, officiel, ils nous fournissent un second document qui est en format Excel, qui est préformaté. Donc, on peut venir peupler le champ ici avec le format, le fichier Excel en question, puis le fichier original PDF. À partir de ce moment-là, l'application va entrer automatiquement toutes les données d'analyse. Ça évite énormément d'erreurs, puis ça augmente la rapidité. On peut aussi, en même temps, en faisant ça, venir cocher les normes ici. Si on veut que le système fasse une première analyse, voir s'il y a des champs qui vont être hors normes, donc il va y avoir un message d'alerte qui va popper automatiquement à ce moment-là. Il y a aussi, on peut demander un rapport statistique à la fin de l'entrée pour voir s'il n'y aurait pas des problèmes ou juste simplement voir un peu c'est quoi le rapport des données qui ont été rentrées. Cet outil-là, il augmente vraiment beaucoup la productivité de l'équipe en place. Ici, il y a gestion des suivis. J'ai un suivi de sélectionné. Donc, ici, on a les points. On peut venir changer les paramètres associés au suivi. Ça, c'est les paramètres qui vont être suivis justement dans ce suivi-là. Les dates pour que les collectes de données, puis les normes auxquelles sont référés les paramètres. Donc, si je vais ici en bas, on a imprimé le rapport, qui est une fonction assez importante puisqu'elle permet de créer un fichier Excel, encore une fois, qui va être préformaté dans le fond, comme j'ai dit au début, ce qu'on a à faire, c'est des rapports périodiques qu'on envoie au ministère. Donc, dans ce rapport-là, on a ajouté tous les tableaux des suivis. Puis, ce document-là, il est déjà préformaté et peut être directement là, intégré au document final. Donc, on peut voir dans le fichier Excel que les deux premières colonnes font référence aux normes avec les valeurs minimales, les valeurs maximales, je dois dire. On voit ici que les utilisateurs ils ont créé une norme qui est dans le fond une alerte. Donc, les vraies normes ici, mais ils voulaient voir s'il y avait des dépassements plus bas. Donc, ils ont créé une nouvelle norme, ils l'ont associée au suivi. Elle se retrouve ici. Puis ici, les autres colonnes, c'est toutes les données. Puis quand il y a un dépassement, la cellule va être grisée comme ça.
pour les différentes dates et les différents puits. Encore une fois, on a un gain d'efficacité ici assez majeur. On peut aussi créer un zip. Ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va chercher tous les documents originaux des analyses de laboratoire qui font référence à ce suivi-là. Encore une fois, c'est pour intégrer au document final. Donc, l'utilisateur il vient ici, il crée son fichier Excel, il peut intégrer ça dans le rapport, il crée ensuite son zip avec tous les PDF des différents relevés de laboratoire, il inclut ça dans son rapport final et ça lui facilite la vie. Et ici, les 3 dernières petites fonctions, c'est pour gérer dans le fond les points de mesure. Si on veut créer un nouveau puits, on va mener l'entrée ici. Souvent, les puits ils vont avoir différents noms selon les différents laboratoires, donc on peut venir mettre des équivalences ici, pour que le système sache que c'est le même puits s'il porte plusieurs noms. On peut aussi rentrer ses coordonnées. La gestion des paramètres, c'est tous les paramètres qui vont être suivis. On peut encore une fois ajouter des équivalences, ajouter des nouveaux paramètres, puis indiquer l'unité de mesure qui va être associée à ce paramètre-là. Puis ici, la gestion des normes. OK. La gestion des normes, c'est vraiment là pour venir ajouter les normes qui sont spécifiques à chacun des rapports finaux qu'on fait. Dans une norme, on va indiquer quels paramètres sont suivis. On va lui attitrer un nom pour que ce soit facilement suivable. Voilà, ça fait pas mal le tour. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, cet outil-là, qui est quand même fait avec des moyens relativement simples et peu coûteux, vient améliorer grandement l'efficacité de notre équipe d'hydrogéologie. Et puis, ça permet aussi de centraliser les données, puis chacun des intervenants, dans le fond, peut se connecter à distance, étant donné que c'est sur Internet, et puis voir ce qu'il veut bien voir dans le projet et ce qui l'intéresse. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions? Moi, j'en ai une. Oui, vas-y. Pour les données qui apparaissent dans la carte, là, en fait, est-ce que ce sont les données qui sont tous dans la base de données MySQL ou il y a aussi des données en fichier, par exemple Shapefile? En fait, les points eux-mêmes, les puits, ils proviennent de la base de données MySQL directement. Les autres, c'est plus des couches SDF4, dans le fond, qui ont été utilisées. Ils proviennent de différentes sources, des shapefiles un peu, puis nous on les a remis en SD. Mais ça pourrait être vraiment n'importe quoi dans le fond, parce que MapGuide peut servir de tout. Puis les photographies qu'on a vues, c'est des ECW qui ont été faites à partir des TIFF originaux. OK. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient d'autres questions? Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup.